télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Un, deux, trois, quatre. 4 décennies et cela donne 40 ans. 40 ans pour le renouveau que le Cameroun a donc à sa tête Paul Biya, chef de l'État, président de la République pendant ces 40 années. Loin notamment de la gestion du pays, beaucoup de questions sont posées sur la personne du président camerounais Paul Biya, Barthélemy Biya Buvondondon, qui agit dans un contexte d'un personnage énigmatique d'ailleurs pour certains confrères de la presse. Il est vu comme étant un homme politique qui agit donc de façon déroutante et imprévisible. Ce dernier a su et sait savamment se déjouer de la part belle des puissances occidentales, permettant toujours que son pays puisse rester au top et apportant un certain regard sur une pacification des différentes tribus, bien que le repli identitaire soit aussi un problème qui est mis au goût du jour. Nous tentons donc de parler de l'homme Biya, pacifiste, sage, déroutant et imprévisible, des questions certainement qui trouveraient réponse au cours de ce rendez-vous de l'info à chaud. Édition du 7 novembre 2022, nous sommes au lendemain de la célébration du quarantenaire de son magistère. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Média Africa, For You Télévision Africa et puis For You Radio Africa, puisque le programme est diffusé en relais sur la fréquence 96.3 MHz et puis nous sommes reçus via nos différents canaux, que ce soit donc par les effets et notamment de la localisation sur les satellites Eutelsat et Amos ou encore sur la plateforme Facebook et YouTube et même sur l'application For You Média téléchargeable sur App Store. Merci de vous connecter pour parler donc de l'actualité qui est brûlante au Cameroun, celle notamment du quarantenaire du magistère du président Biya en tant que chef de l'État, l'homme du 6 novembre appelé ainsi, et depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, voilà j'y arrive, juste quelques deux jours après que son prédécesseur Hamadou Ahidjo El Hadj, premier président de la République du Cameroun, ait démissionné et Paul Biya prenant donc la place selon bien sûr l'ordre constitutionnel de cette époque. Il est avec nous, journaliste panafricaniste, mais également quelqu'un qui a un regard sur cette actualité, qui fait le tour, qui a certainement des éléments qui pourront nous permettre de comprendre notamment l'homme, ou sinon son vécu en tant que chef d'État, son regard d'analyste et également aussi de contributeur à ce qui pourrait avoir comme changement ou tout simplement des événements qui peuvent faire en sorte que l'opinion tente de mieux comprendre. Le doyen Kondo Pierre Claver, directeur de publication du journaliste Horizon Nouveau, du journal Horizon Nouveau Magazine International, Africa Fast Cross News et président de l'AP2EDA APH, une organisation de la société civile russo-camerounaise. Bonsoir et bon début de semaine. Bonsoir Florent, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs et nos téléauditeurs également. Et surtout, un gros coucou à nos intervenants habituels qui, je crois, sont encore au rendez-vous ce soir. Et c'est avec le même plaisir que vous retrouvez dans le cadre de ces programmes. Merci également à vous de nous faire votre amitié et votre fidélité pour ce programme et sur les antennes de For You Média Africa. On espère qu'on aura au cours de cette émission Nabaloum Abdoulaye qui séjourne du côté de Ouagadougou, mais pour le moment pris entre des réunions et bien sûr entre des véhicules. Il est membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté des peuples ASP. Si bien sûr, lorsqu'il le temps viendra, avec lui également, nous tenterons d'avoir le regard sur le quarantenaire du renouveau de Paul Biya. Nous commençons donc notre échange. 40 ans. 1, 2, 3, j'ai commencé par là. 1, 2, 3, 4 décennies. 40 ans aujourd'hui. De renouveau que Paul Biya gère le Cameroun.
C'est en soi un record, 40 ans à la tête. Oui, bien qu'il ne soit pas, il soit la deuxième personnalité, derrière le président équato-guinéen ou bien Guillaume Basso. Effectivement, en Afrique, oui, d'accord. Mais même dans le monde, écoutez, c'est un record qui est loin d'être battu dans moins de 500 ans. On ne sait pas, parce qu'à l'ère de la démocratie, on aura beaucoup de mal à réaliser ce genre de record. Et justement, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a parvenu là à déjouer tous les pronostics et à se maintenir au pouvoir à la tête de l'État camerounais dans un contexte mondial pas toujours favorable, pas toujours apaisé, mais il a réussi l'exploit de se maintenir à la tête de l'État du Cameroun pendant 40 ans, c'est-à-dire depuis 1960, date de l'indépendance du Cameroun, qu'on n'a connu que 2 chefs d'État. Cameroun en 40 du renouveau, Paul Biya, pacifiste, sage, déroutant et imprévisible, ou du moins imprévisible, on tente de le comprendre. Dans votre propos liminaire, vous avez évoqué qu'il sera, ou il est très difficile à l'heure de la démocratie, de pouvoir avoir quelqu'un qui a autant un magistère. Quel est le message que vous voulez le faire comprendre? Est-ce clairement que la démocratie vise automatiquement le changement de personnes, de personnalités à la tête d'un État, ou ce qui importe, c'est tout simplement le bien-être des populations? Disons, la démocratie, c'est pas forcément... l'application des règles démocratiques ne frise pas toujours avec la volonté de satisfaire aux exigences de bien-être de la population. La démocratie, telle qu'elle est imposée à l'Afrique, est très loin de ce paradigme-là. Par contre, dans des pays comme la Chine, où la démocratie a été reformulée, je pense que les résultats contribuent, les résultats attestent que la démocratie, vue sous le prisme repensé tel que les Chinois l'ont repensé, peut être un facteur de développement parce qu'elle permet à la plus populaire de Chine de redistribuer équitablement les richesses et surtout de diversifier les centres de décision. En ce qui concerne nos pays, en Afrique francophone en général, nous subissons une démocratie qui nous impose ses règles et des règles qui ne sont pas toujours en harmonie avec nos réalités socio-économiques, culturelles et même anthropologiques. Donc je pense que la démocratie pourrait être une bonne chose pour l'Afrique, mais pas une bonne chose telle que nous l'adoptons. Il faut repenser l'idéologie, il faut repenser la manière de la pratiquer, il faut en fait privilégier ce qui est important et qui peut contribuer au développement de nos pays et naturellement à l'épanouissement de nos peuples. 40 ans. Aujourd'hui, quand les uns et les autres ont un regard sur l'homme Biya, qui prend le pouvoir le 6 novembre 1982, on dit il a mis l'homme au pouvoir, il met l'homme au pouvoir. L'un des plus longs bails du monde. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure de la reformulation de la démocratie, parce que le président chinois Xi Jinping est un président à vie, jusqu'à ce que la mort advienne, ou bien qu'il décide de se rétracter personnellement. On y reviendra de cette forme. Mais les uns et les autres semblent être très préoccupés par le long magistère de Paul Biya, quarantenaire. Le problème se situe à quel niveau? C'est pourquoi je posais la question au départ. C'est le changement automatique où on voudrait voir de nouveaux visages, comme on le voit un peu ailleurs, à la tête d'un État. Vous savez, nous sommes instrumentalisés pour croire fermement que les changements, ou contre les changements sur le dos des peuples sont les mieux appréciés. Mais je vais vous rappeler quand même une chose, que les gens auront du mal à me contredire. Le Vatican n'est pas un État démocratique, pourtant le Vatican se porte très bien. Nous sommes d'accord dessus. C'est vrai que c'est un État, le Vatican, mais avec une connotation, on va dire, religieuse, spirituelle. Avec une connotation, on peut dire religieuse, mais c'est un État. Oui. Mais il n'y a pas la démocratie au Vatican. Oui, là-bas, on a ce qu'on appelle un souverain pontife. Voilà, il y a un souverain pontife, mais il se porte très bien. Quand vous voyez la plupart des régimes occidentaux, la plupart des pays occidentaux qui aujourd'hui nous dictent la loi de manière tintamarresque, avec assez de violence et même d'illégitimité,
Tous ces États n'ont pas été, aucun de ces États n'a été construit grâce à la démocratie. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis, lorsque on faisait travailler des nègres dans les champs de coton et de canne à sucre de ce côté-là, ils tenaient compte des droits de l'homme. Pas du tout. La France, qui est l'un des leaders du trafic de la traite négrière, du commerce du bois d'ébène, de la colonisation et autres crimes et autres génocides contre la race humaine, surtout les Africains, a pratiqué, ne s'est pas construite grâce à la démocratie. La Grande-Bretagne non plus, la Hollande non plus. Mais maintenant, on a le sentiment que les Africains sont un peu amnésiques parce qu'ils oublient rapidement. Et c'est là où se pose la clé, et c'est là où on devrait rechercher la clé pour comprendre pourquoi est-ce que certains se jettent dans cette histoire, embrassent cette histoire sans recul, pendant que d'autres comme nous hésitons à se dire mais attendez, si ce n'est que la démocratie, elle n'a jamais développé un pays dans le monde, elle n'a jamais participé, contribué à l'industrialisation d'un pays dans le monde. Si vous imaginez un seul instant si la Chine, avec 1 milliard, plus d'1,5 milliard d'habitants, se lancer dans ce machin-là, vous imaginez quel bordel il y aura en Chine, excusez le terme, mais c'est la réalité, il y aura un chaos interminable. Tous ces grands pays-là se sont construits sur la base des idéologies adaptées à leurs préoccupations de développement, et je pense que nous les Africains, nous devrions repenser nos idéologies, mais malheureusement nous sommes formatés pour nous inspirer des modèles qui ne sont pas des modèles endogènes. Moi, j'aurais bien voulu m'inspirer de quelqu'un comme Mansa Moussa pour savoir comment il a fait en son temps pour tenir son grand empire d'une main de fer avec tout ce qu'on lui prête comme richesse à cette époque-là. Mais malheureusement, on ne nous enseigne pas ces référents dans nos écoles. On nous enseigne des gens qui, en réalité, ne sont même pas dignes d'être cités en référence. Mais ce sont ces gens-là qu'on nous enseigne dans les universités, les écoles, comme référence. Aujourd'hui, nous sommes un peu, contrairement aux pays comme la Chine, ça, je m'intéresse beaucoup à la Chine, et des pays comme la Russie, parce que c'est des pays qui ont des histoires, et dont l'histoire est restée et enseignée de manière endogène à leur peuple. Ici, on nous enseigne des choses dont on n'a pas besoin, des choses à la limite qui nous abrutissent. Donc, quand on parle de démocratie, la démocratie est loin d'être un facteur de développement, parce qu'elle limite même l'éclosion des génies. Et surtout, le sentiment d'appartenance à une nation donnée. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne va pas mettre en place des lois qui ne cadrent pas, qui ne sont pas adaptées aux exigences de développement, comme c'est le cas en Afrique. Lorsqu'on parle, peut-être qu'on parlera de limitation de mandat, on a tout à l'heure évoqué le cas du président Xi Jinping de Chine, mais ce n'est pas lui qui a décidé, c'est le Politburo, dans le bureau politique du Parti communiste chinois qui a dit, ben, écoutez, nous, on n'a rien à faire avec vos limitations de mandat, voilà ce qu'on arrête et ce que nous décidons de faire, et ça marche assez bien là-bas, mais lui, il a juste la responsabilité, et il n'est même pas le seul qui gouverne la Chine, pour ceux qui ne le savent pas. Xi Jinping est quelqu'un qu'on voit, qui est mis en vitrine, mais en réalité, ce n'est pas lui seul qui gouverne la Chine, il y a tout un collège d'éminence qui gouverne la Chine et d'idéologues qui gouvernent la Chine, avec qui il travaille au quotidien et l'aident à prendre les décisions stratégiques. Donc le pouvoir en Chine, par exemple, que les observateurs accusent d'être un État dictatorial, est plutôt un pouvoir qui repose non pas sur l'intelligence d'un individu, mais sur la conjugaison des intelligences de plusieurs idéologues qui, en fait, ont choisi d'avoir un seul porte-parole. Voilà, merci. Revenons donc à l'homme Biya. Il y a quelques cours du programme, vous avez évoqué, on parlera forcément la question démocratie, durée, limitation des mandats. Chez l'homme Biya, vous, en tant que journaliste et forcément en tant qu'aîné, doyen au regard de votre âge, vous avez certainement pu observer comment est-ce que l'homme du 6 novembre, l'homme du Toudi, et tous les noms qu'il a reçus, le nom Guy, a pu évoluer jusqu'à ce jour où nous sommes le 7 novembre 2022. Quel est le regard qui est géré, que vous portez en fait sur la personne dans le cas de son magistère? Je crois que le cas du président Biya est un cas d'école. Un cas d'école parce que quand vous voyez les conditions d'accession au pouvoir, c'est une accession constitutionnelle, puisque le président Idjo, son prédécesseur, le rappelle que c'est grâce à la Constitution qu'il va lui céder le pouvoir, donc il n'a pas fait un forcing. Et quand vous voyez comment ce monsieur, juste en 82, est resté dans les arcanes du pouvoir. Je vous rappelle que, excepté l'actuel ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, le président Biya a eu le plus long magistère
au poste de secrétaire général de la présidence de la République, soit Ijo. Il a passé 10 ans. Mais personne n'en parle beaucoup parce que les gens ne s'intéressent pas. Et vous pensez que en passant 10 ans sous les institutions directes d'une grosse pointure politique comme Aïdjo, il y a beaucoup de choses qu'on retient, il y a des réflexes qu'on acquiert, et il y a une manière de voir des choses qu'on acquiert. Donc je pense que le président Biya, dès qu'il accède au pouvoir, a essayé de conjuguer toutes ces expériences, puisqu'il est arrivé au Cameroun, je crois, entre 1961 et 1962. Lors de la conférence de Fumban, Biya était aux premières loges. Il était aux premières loges parmi les organisateurs du côté de la République. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il était déjà aux affaires dans ce pays. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance, à mon avis, qui a une très bonne connaissance des affaires du Cameroun. Et c'est ça qui lui permet justement de pouvoir surfer sur beaucoup de situations qui des fois lui sont défavorables, mais qui retournent en fin de compte en sa faveur. Quand vous voyez, et depuis son accession au pouvoir, vous voyez tout ce qu'il a eu à affronter comme challenge. Je crois que vous convenez avec moi que malgré tous ces challenges, il a pu se maintenir et il a gardé le cap jusqu'à atteindre 40 ans. Et je le disais d'ailleurs à l'entame que dans l'histoire du Cameroun, j'ai beaucoup de doutes que cela pourra se répéter une seule fois dans l'histoire de ce pays, dans un siècle, dans 100 siècles, je ne sais pas dans combien d'années, tant que le Cameroun existera, parce que ce sera extrêmement difficile que quelqu'un puisse réaliser le même record. Donc je crois que Biya a en lui quelque chose qui a certaines qualités qui lui ont permis de se maintenir au pouvoir à sa manière. Et ce sont ces qualités-là, c'est dans ces qualités-là qu'il faudra aller chercher les raisons de son maintien au pouvoir. Mais on ne peut pas lire dans la boule du verre, mais il faut prendre beaucoup de recul pour l'analyser. Il y a quelqu'un qui avait parlé des silences. Oui, François Makmodjam, voilà. Un journaliste du côté de la radio-télévision nationale camerounaise, voilà. Aujourd'hui directeur du centre de formation professionnelle de ce même média national avec Yaoundé. Il parlait justement des silences du président. Je pense que Biya nous fait découvrir par rapport à sa longévité au pouvoir, la conjugaison de certaines qualités qui ne sont pas du tout des qualités courantes et dont lui seul pourrait avoir le secret. Avant peut-être de pouvoir arriver sur des éléments qui seraient soit naturels au chef de l'État camerounais ou encore monter à d'autres éléments, qui vous avez évoqué la parfaite connaissance, sinon la maîtrise même de la gestion de l'État, puisque il passe d'abord conseiller à la présidence de la République, il est ministre directeur du cabinet civil, il est chargé de mission à la présidence de la République. Par la suite, donc, il est nommé, avant d'abord d'être nommé Premier ministre, il est d'abord secrétaire général de la présidence de la République, et puis il passe Premier ministre du Cameroun, et bien après, donc, lorsque le pouvoir lui est tendu de par la force des choses, il devient président de la République. Quand vous avez donc évoqué, pensez-vous clairement que aujourd'hui on a en face de nous un monument qui maîtrise bec et ongle toutes les caractéristiques de la magistrature suprême, et c'est la raison pour laquelle il peut parfois se permettre, vous avez parlé de surfer, mais je pouvais dire s'envoler au-dessus de ces éléments-là qui font justement la caractéristique de la fonction d'un chef de l'État. Oui, effectivement, vous faites bien d'évoquer, c'est de faire ce rappel. Son long magistère au sein des centres de décision de l'État lui a permis de maîtriser beaucoup de choses, et c'est en s'inspirant donc de toutes ces expériences vécues qu'il peut maintenant poser des actes, prendre des décisions qui peuvent apporter, qui peuvent correspondre relativement aux attentes de ceux qui sont face à lui. Quand vous voyez sur le champ politique, Biya n'a jamais géré le pouvoir seul. Biya n'a jamais géré le pouvoir seul. Biya gère le pouvoir avec des alliances. Oui, il gère le pouvoir avec des alliances. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, il y a une alliance au sommet de l'État du Cameroun, les Issa Chirou Mabel Bouba Magari, le Momo Jean de Dieu, ils font partie de cette alliance. Donc, il n'y en a jamais eu la volonté de s'asseoir sur le pouvoir et les gérer seul. Et ça date depuis son accession au pouvoir. Et là, Aïdjo avait fait la même chose, parce que Aïdjo,
Je crois que ça, c'est un héritage qu'il tient d'Ahidjo. Ahidjo n'a jamais géré le pouvoir seul. Ahidjo s'arrange toujours à essayer de tenir compte des grands équilibres sociologiques pour tenir le pouvoir au Cameroun. Ce sont des aspects, cela est donc lié à toutes ces expériences qu'il a vécues, à tous ces postes qu'il a occupés. Et aujourd'hui, il est difficile pour un aventuré politique de pouvoir réaliser ce genre de prouesse parce que les gens, au-delà du fait qu'il manque d'épaisseur idéologique, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui arrivent dans la chose politique et dans l'idéologie et n'arrivent pas à saisir avec exactitude le contenu de leur idéologie. Or, la politique, c'est d'abord l'idéologie. La politique, c'est d'abord l'idéologie. Si vous voulez vous rentrer en politique en jouant sur les sentiments ou les faiblesses du peuple, ça finit par vous rattraper. Je crois que le président Biya a su, pour passer 40 ans au pouvoir, a su suivre attentivement les attentes du peuple et surtout tenir compte du contexte même géopolitique. Parce que vous conviendrez avec moi, j'étais à la présidence, j'ai eu le privilège de faire partie des 10 journalistes camerounais retenus pour couvrir la visite du président Macron lors de sa dernière visite au Cameroun. Lorsque le président de la République vous dit qu'il y a du bruit dans la salle, il n'y a aucun bruit dans la salle. Il faut être expérimenté pour sortir des choses pareilles en pareille circonstances. Il vous dit qu'il y a du bruit, moi je n'ai pas entendu du bruit. Il dit qu'il n'entend pas, il n'entendait pas quoi. Mais il le fait parce que dans sa tête, il a une opportunité d'inverser la tendance. Parce que là, pour la concert française en chaîne pose une question sur 3 articulations. Sur 3 articulations. Même Macron est incapable de reprendre les 3 articulations. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça suffit que le gars piège son adversaire, son face-à-face, et c'est la même chose qu'il fait, même pour gérer la politique au Cameroun. C'est-à-dire, il peut te donner le sentiment d'être absent, mais il sait quand est-ce qu'il va rebondir pour te ramener, pour te mettre à ta place. Il faut être extrêmement expérimenté pour pouvoir le faire. Et ça, moi, je l'ai vécu en direct. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des choses qui peuvent se dire sur ce monsieur, mais il y a quelque chose en lui qui, je ne suis pas sûr que ça pourra facilement susciter des émules. Il y a quelque chose en lui, comme tu disais, qui est au-delà, qui fait de lui un très grand homme. Ce n'est pas pour faire son apologie, mais je parle de ce que j'ai vécu, qui fait de lui quelqu'un qui a notre manière de faire de la politique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il se maintient au pouvoir. On a eu des temps durs au Cameroun, lorsque, avec les années de démocratisation, les villes mortes, on a eu les émeutes de la faim, on a eu un contexte international qui ne se prête pas beaucoup à l'épanouissement des Camerounais avec la guerre en Ukraine, mais même jusque-là, il arrive tout à tirer son épingle du jeu lorsqu'il rappelle au président français qui veut s'embarquer dans une histoire pour condamner les relations du Cameroun avec la Russie. Il tient un langage très, très équilibré en lui rappelant que le Cameroun a des relations depuis très longtemps avec la Russie. Et le président français est dans le désarroi. Ça, ce n'est pas donné aux apprentis sorciers politiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité et qui, effectivement, a donc construit sa trajectoire en ne faisant que de la politique. Peut-être pour vous relancer avant qu'on ne prenne l'abonnement, là on doit signaler qu'il est avec nous aussi. Quand vous le dites donc, cette façon à lui, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du fameux bruit lors de la conférence de presse avec le président Emmanuel Macron face à justement aux médias français et camerounais, où il a souligné qu'il y avait un bruit dans la salle alors qu'il n'y avait pas de bruit. C'est devenu une monnaie courante aujourd'hui au Cameroun, on vous dit le bruit le lundi dans la sauce, donc il parvient à dérouter, à prendre quelque chose comme ça. Vous avez évoqué le cas notamment, on lui pose le partenariat France-Cameroun, Russie et Cameroun. Il parvient à déjouer sur les propos des journalistes. Avons-nous donc en face, tel qu'on a suivi, un homme sage qui est déroutant dans la manière de gérer pour se défaire de ce qu'on pourrait appeler adversaire ou autre personne à contre-pied? Il est extrêmement déroutant. Et ça relève de sa grande culture. Parce que je me vois bien, je me rappelle bien de ce qui se passe. On était émerveillés, on était même dépassés parce que je ne comprenais pas avec comment est-ce qu'un monsieur de cet âge-là pouvait gérer avec autant d'aisance un jeune homme qui faisait preuve de fou, c'est-à-dire parlant du président français. Donc c'est un monsieur qui est à la fois déroutant et extrêmement sage et même très futé. Ce qui signifie que quand vous voyez les jeunes qui arrivent en politique,
Malheureusement, ils font preuve d'un excès d'enthousiasme, mais ne peuvent pas apprendre de ceux qui ont fait les preuves. Parce que le président Biya a déjà fait les preuves en politique. Et je pense même que beaucoup de ceux qui ont des ambitions de faire politique, pas seulement au Cameroun, dans le monde, devraient apprendre à s'inspirer de lui. Parce que c'est un monsieur qui a une manière de gérer la politique et qui semble être assez unique. Et à ce titre-là, il peut dérouter n'importe qui quand il est face à lui. Vous vous rappelez l'interview avec Mo, lorsqu'on a failli le prendre de court à Paris, avec Mo, le patron de, je sais pas, quelle telle ou télé quoi là. C'était la même technique. Mais les gens sont amnésiques. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un monsieur qui a une façon de faire qui lui est propre et qu'il a déjà rodé. Et il est toujours prêt à revenir dessus. C'est tout ceci qui contribue à sa longévité au pouvoir. C'est celui qui a en face de lui un adversaire, comme on dit en politique, un adversaire, non un ennemi. Il peut pousser l'adversaire à la faute et recapitaliser et retourner la situation en sa faveur. Je pense que c'est ça son secret. Nabaloum Abdoulaye, vous nous avez rejoint depuis Ouagadougou au Burkina Faso. On l'a dit dans le départ, vous êtes membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté des peuples ASP Burkina. Bon début de semaine, bonsoir, bienvenue. Merci à vous Florent, bonsoir à vous, bonsoir au doyen Pierre Claver Nkoro, bonsoir aux panélistes et à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, bonsoir à la direction générale de For You Media. Bonsoir à tous les souverainistes, à tous les panafricains, bonsoir au peuple africain. Alors, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les questions de souveraineté et de libération de l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté du Cameroun, où nous sommes au lendemain donc du quarantenaire du magistère du président Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Nabaloum Abdoulaye, quand vous regardez le président Biya dans sa gestion avec, notamment du pays, ou du moins avec les autorités, les partenariats, à cette question de longévité que nous sommes en train d'évoquer, que vous avez trouvé avec le doyen Kodo, sommes-nous en face d'un personnage énigmatique, ou bien vous vous inscrivez également dans la position des autres que comment je vais dire, il fait preuve d'abus notamment de pouvoir, parce qu'il est question de pouvoir évoquer l'une ou l'autre des partis. Comment est-ce que quel est le regard que vous portez sur celui-là qu'on appelle aujourd'hui l'homme du 6 novembre? Alors, on dit chez nous, celui qui veut diriger, il faut d'abord qu'il comprenne. Lorsque vous comprenez très aisément, de façon, alors vous pouvez gérer ce peuple-là. Aujourd'hui, lorsque on regarde du haut de ces 40 ans de gestion du Cameroun, alors on retiendra que Paul Biya est celui-là qui a toujours compris le peuple camerounais. Autrement dit, s'il n'avait pas compris, il aurait tout ce peuple-là, depuis ces 40 ans, il y aurait eu des mouvements sociaux, il y aurait eu des organisations qui vont tenter de saper son pouvoir, qui vont tenter de remettre en cause sa gestion. Donc si aujourd'hui, le Cameroun semble être stable à l'intérieur d'une certaine manière, parce qu'on comprend que toute cette guerre de Boko Haram et souvent les mouvements qui se mettent en place sont des manipulations de l'extérieur, sont les instrumentalisations qui sont faites pour déstabiliser son pouvoir. Donc, je dirais d'un côté que Paul Biya a su comprendre son peuple et sait répondre aux attentes de son peuple d'une certaine manière, parce que le peuple est très vaste dans sa globalité, avec toutes les diversités possibles. Il arrive à trouver, en tout cas, les mécanismes, les voies et les moyens qui permettent de mettre le peuple, en tout cas la grande majorité du peuple, d'accord en matière d'attente, en matière de solutions pour les populations.
Donc ici, on dira que il a cette sagesse-là de pouvoir comprendre ce peuple et de pouvoir lire à travers le peuple qu'est-ce qu'il faut faire pour ce peuple et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Emblématique parce que oui, effectivement, ça fait plus de 40 ans qu'il est à la gestion du pouvoir et contrairement à lui, tous ceux-là qui ont duré au pouvoir, on voit les conséquences, en tout cas sur ces populations, sur ces nations. Je vais prendre le cas du Burkina Faso où Blaise a fait 27 ans au pouvoir. Et quand vous regardez les différents événements qui ont émaillé les 27 ans, ça montre à tel point que il ne faisait pas l'unanimité. En tout cas, il n'arrivait pas à répondre aux préoccupations de la grande majorité du peuple. Donc aujourd'hui, Paul Biya fête ses 40 ans de gestion du pouvoir. Et lorsque on apprécie un peu l'appréciation qu'on peut faire de ces prises de position en termes de partenariat, j'avoue personnellement que j'ai été surpris lorsque dernièrement il a directement pris la volonté et l'engagement de signer un partenariat avec la Russie. Ça montre qu'il est clairvoyant et il anticipe sur les événements, le cours des choses qui vont se produire les années à venir. Aussi sur la gestion de Boko Haram, la collaboration avec ses voisins, ses pays voisins, en tout cas ça montre une certaine hauteur et une certaine lucidité dans la gestion du pouvoir de Paul Biya. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on doit se poser la question, c'est comment va se passer la succession de pouvoir. Parce que l'un des problèmes aussi des présidents qui durent dans la gestion du pouvoir, c'est la transition. Comment est-ce que, voilà, on va céder le pouvoir à quelqu'un d'autre tout en ayant l'assurance qu'on pourra maintenir ces acquis-là. Parce que aujourd'hui, l'Afrique souffre de cette transmission du pouvoir qui fait que on est toujours dans un perpétuel recommencement. Et j'estime, et pas que j'estime, mais j'ose croire que il a déjà anticipé sur ces questions et il a commencé à préparer des personnalités qui pourront, en tout cas, être à mesure de pouvoir conduire les choses, ou du moins attendre à pouvoir conduire les choses comme lui, il a toujours bien fait. Je pense, s'il a pu trouver cette alchimie-là de pouvoir trouver des personnes pour les préparer à la succession, ce serait une très bonne chose. Je suis là de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas faire l'alternance pour l'alternance, mais il faut faire l'alternance qui produit, l'alternance qui donne des résultats, l'alternance qui répond aux aspirations et à la volonté et l'intérêt des peuples. Parce que la démocratie qu'on tente de nous inculquer ou de nous enseigner pour dire qu'il faut faire l'alternance tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les 5 ans n'est pas forcément la meilleure chose. Et pour preuve, on voit même en France cette alternance, les conséquences que cette alternance-là a d'abord sur le peuple français et comment ça rejaillit sur nos pays. Donc il ne peut pas faire l'alternance pour l'alternance, mais il faut rentrer dans une dynamique d'avoir des dirigeants assez éclairés, des dirigeants qui peuvent répondre aux aspirations de leur peuple. Donc voilà un peu pour ce premier point, ce que je voulais dire par rapport à son excellence Paul Biya. Merci Nabaloum Abdoulaye. D'ailleurs, ça nous permet de pouvoir rebondir vers une autre phase qui était justement la phase notamment de la durée justement du mandat. On a évoqué le camp avec vous, doyen, sur la Chine qui aujourd'hui a refait une autre forme notamment de démocratie, qui est un président à vie, tant qu'il est là, qu'il puisse apporter la gestion des affaires. Et on se plaint donc de cette longévité voilà, qui est là. Mais Nabaloum Abdoulaye nous soulignait que le problème n'est pas au niveau de la longévité, mais c'est la façon avec laquelle on est en train de gérer le pays. Et il y a une ouverture aujourd'hui qui se pose au niveau de l'après-Biya.
Qu'est-ce qui devrait être fait bien? Quel est le regard que l'on devrait gérer pour avoir sur l'avenir, notamment pour le cas du Cameroun, fonction de la gestion du pays, comme le fait aujourd'hui actuellement le président camerounais? Vous savez, Nabaloum nous a rappelé qu'on va l'alternance ne devrait pas se faire pour de l'alternance. On ne sait pas, on ne va pas ticter, faire un saut dans l'inconnu. Je vous ai évoqué, j'ai évoqué à l'entrée de ce programme la longévité des genres d'affaires de Paul Biya avant d'accéder à la magistrature suprême. Et c'est grâce à cette longévité qu'il a acquis cette expérience qui lui profite désormais et qui consolide son régime. L'un des aspects qu'il faut retenir de cette longévité, c'est sa volonté d'associer des leaders de toutes les représentations sociologiques du Cameroun dans la gestion. C'était pour vous permettre le temps pour que nos téléspectateurs comprennent tellement clair que nul besoin de l'apologie, mais on tente de le comprendre sur les faits journalistiques. Vous et moi, nous le savons. Quand vous parlez d'associer avec d'autres leaders, est-ce que c'est associer pour les empêcher de se mouvoir, bien associer clairement dans la volonté d'un changement pour le Cameroun? Les associer dans la gestion du pouvoir. Et au Cameroun, faites une lecture du gouvernement, vous trouverez même de tout l'appareil de l'État, vous trouverez que toutes les couches, toutes les identités sociologiques sont représentées au sein de cette... bien naturellement, il y en a qui revendiqueront toujours de ne pas être présents, mais ce n'est pas à nous de définir les critères, les critères de sélection de tel ou de tel. Maintenant, si on peut donc voir des choses sous le prisme de la démocratie, cette démocratie qui nous est imposée, je crois que c'est là le plus gros problème que l'Afrique a, et surtout l'Afrique francophone. Vous savez, les pays africains sont liés à la France à travers un accord de coopération en matière d'éducation. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme est exactement à l'image du formatage qu'il a reçu à l'école, dans les universités, au cours de son éducation. Et ça pose un énorme problème. Nous ne percevons pas le monde comme des acteurs souverains, nous percevons le monde comme des assistés. L'école que nous a enseignée nous oblige à nous comporter face aux autres comme des assistés, comme dans une relation de maître à esclave. C'est pour ça que j'ai toujours eu, et je serai saisi l'occasion pour rappeler à nos téléspectateurs et téléspectateurs qui devraient changer de paradigme dans leurs relations avec les autres, même au sein de la famille. Essayons de considérer nous vis-à-vis soit comme étant des opportunités, sinon des menaces. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'à partir de la famille, à partir de notre village, à partir de notre département, ainsi de suite jusqu'au niveau national, nous pourrions obtenir des autres le meilleur, non seulement le respect, mais le meilleur parti, pour tirer de le meilleur parti possible. Mais si nous continuons à nous mettre dans une position défavorable comme étant des assistés, cela nous empêche de pouvoir tirer le meilleur de ceux qui viennent vers nous, parce qu'ils viennent vers nous sachant ce qu'ils attendent de nous, mais très souvent nous n'arrivons pas à nous mettre au niveau de leur à apprécier avec exactitude la volonté qu'ils manifestent en venant vers nous. Donc il faudrait qu'on apprenne. Il faudrait que nous apprenions, que les Africains apprennent à considérer leur vis-à-vis comme étant soit des opportunités, soit des menaces. Les Chinois ont maîtrisé cette leçon. Quand vous avez en face de vous un Chinois, quel que soit le domaine, il sait que vous êtes soit une opportunité pour les gens, vous lui apportez ce qu'il attend, ou alors vous êtes une menace parce que vous voulez menacer, vous menacez ses intérêts. Et l'Africain devrait épouser la même démarche. Donc nous devons, pour tenir face à la pression occidentale au nom de la démocratie, repenser la démocratie, mettre nous en place, repenser la démocratie et l'adapter à nos réalités sociologiques et culturelles. Parce que tel que ça se passe, je vous ai rappelé qu'aucun pays, aucune grande puissance occidentale européenne ne s'est développée grâce à la démocratie. Mais quand vous voyez un pays comme la Chine, qui est une grosse puissance économique, militaire et tout, vous prenez un pays comme la Russie, vous prenez même un pays comme le Brésil. La démocratie brésilienne n'a rien à voir avec la démocratie camerounaise. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, dans un pays qu'on appelle le Sénégal, voilà quelqu'un qui est en pole position pour challenger l'actuel chef d'État
Mais ce chef d'État a plutôt la volonté de nuire à son ascension politique. Pourtant, le nouveau président brésilien est sorti de prison et il a repris le pouvoir. Vous comprenez donc que la démocratie brésilienne n'a rien à voir avec les démocraties africaines. Donc chacun a vraiment la chance de pouvoir reconquérir le pouvoir parce que c'est prévu dans la Constitution. Et nos constitutions, généralement, ne sont pas l'œuvre de nos intelligences, mais nous sont imposées et sont inspirées des démocraties, des constitutions, surtout françaises, qui, naturellement, ils prennent soin de retirer ce qui est bien pour nous imposer ce qui ne nous sert à rien. Je pense qu'il faudrait que les Africains prennent la mesure des défis, la mesure des enjeux, pour pouvoir réadapter les exigences dites démocratiques à nos réalités. C'est ça le véritable enjeu. Quand vous voyez la manière dont fonctionne un monsieur comme le président Paul Biya, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en lui qui est assez particulier, et c'est ce quelque chose-là qui contribue également à sa longévité au pouvoir, parce qu'il arrive à jouer sur les grands équilibres, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan politique national. Tout à l'heure, Nabaloum parlait, nous rappelait la ceinture d'accord de coopération avec la Russie. Il a fait en douce, il n'a pas eu besoin de faire du tintamarre dessus. Il a fait, c'est fait, se consommer. Sur le plan national, vous verrez qu'il y a toujours des attaques de certains. L'opposition au Cameroun pense qu'elle existe en s'attaquant, en sollicitant un changement pour le changement, mais généralement sans véritable idéologie ou alors sans une véritable épaisseur sur le plan idéologique. Et jusque-là, le président ne parvient pas, mais le président n'arrive donc pas à faire son mea culpa pour se poser la question de savoir qu'est-ce que les Camerounais attendent ou alors entendent par changement. Pourtant, il y a beaucoup de chantiers qui peuvent participer au changement, à un changement, à une mutation radicale de la vie nationale. Mais l'opposition, de crainte de ne pas être en phase avec les intérêts de la France, est obligée de jongler, de tricher et de manipuler les opinions pour les bluffer en l'enfermant sur le principe du changement pour le changement. Ce qui n'est pas le cas du président de la République qui nous fait quand même, dont la magistrature nous permet de comprendre qu'il y a eu une évolution, au moins au niveau des relations avec la France. Il y a eu une certaine évolution qui est assez positive et pour le Cameroun, parce que lorsqu'on parle des accords de coopération avec la Russie, ça signifie que désormais, et cela, on a eu les preuves de cela grâce à la guerre contre Boko Haram, où le Cameroun a pu tenir bon face à Boko Haram grâce justement à la coopération, à la diversification des partenaires, parmi lesquels la Russie et la Chine, dont l'implication, l'apport militaire a été déterminant pour réduire Boko Haram pour venir à bout de Boko Haram. Et Nabaloum Manoulaye, c'est vrai que vous êtes arrivé, vous avez rejoint au cours de l'émission avancée, et il nous reste pratiquement près de 8 minutes avant de sortir. Vraiment, en 3 minutes, on voudrait que vous réagissiez sur la question suivante. S'agissant justement de Paul Biya, on parle de cette forme de déroute, oui. Le doyen soulignait tout à l'heure sa façon à lui d'avoir géré les choses. Il surfe sur les couches sociologiques, la géopolitique nationale, si on pouvait l'appeler la politique nationale, avec des stratégies qui font en sorte que tel ou tel ne peut pas forcément revendiquer, parce qu'il donne la possibilité à toutes les régions de s'exprimer, quitte à ce que celles-ci soient forcément aujourd'hui mises devant leur propre reflet si le travail n'est pas fait. Un homme comme celui-là qui pose met chacun face à ses responsabilités, quelqu'un qui, après avoir échappé à un coup d'État juste 2 ans après qu'il ait été au pouvoir, le 4 avril 1984, a gardé aujourd'hui une forme notamment de silence. Il y a un journaliste qui a écrit d'ailleurs un ouvrage là-dessus. Pensez-vous que cet ensemble de choses font de ce personnage aujourd'hui d'être cet homme que nous voyons, qui à la fois est imprévisible, même dans sa gestion notamment du Cameroun, au regard que vous avez de sa politique à l'extérieur? Ah oui, il faut reconnaître que son Excellence Paul Biya arrive à trouver les équilibres
Et c'est ça qui maintient, et c'est ça qui fait que au Cameroun, on n'a pas des grands soulèvements, on n'a pas ces grands mouvements des populations, on n'a pas cette expression de population qui remet en cause ou en tout cas qui revendique dans une longue période ou dans la durée certaines préoccupations. C'est dire qu'il a trouvé la bonne formule de pouvoir réunir tous ces équilibres-là. Et quand vous regardez la gestion de Paul Biya, ça ressemble un peu à ce que Kadhafi avait pu mettre en place jusqu'à sa destitution. Quand on compare, Kadhafi était arrivé à stabiliser le pays et a conduit véritablement la Libye, qui était devenue un pays qui était convoité même par les Occidentaux. Donc, aujourd'hui, Paul Biya, en tout cas, fait penser à cette façon de cette personnalité-là qui arrive à trouver les grands équilibres. Donc, comme je disais, les quelques mouvements que nous avons assistés de très loin, nous les avons interprétés comme étant toujours des manipulations extérieures. Et face à ça, il a toujours trouvé les solutions adaptées, en tout cas pour amoindrir ces crises et ces situations d'insécurité de part et d'autre. Donc, je dirais que aujourd'hui, je reviendrai sur comment est-ce qu'il va arriver à organiser l'alternance, comment il va mettre en place, parce que quand je vois à côté de chez nous la Côte d'Ivoire où Houphouët-Boigny avait effectivement duré au pouvoir, et dès qu'il est parti, lui aussi il était arrivé à stabiliser la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, mais après son départ, on dira jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à retrouver l'équilibre que Houphouët-Boigny avait pu mettre en place. Donc c'est notre souhait aujourd'hui que s'il y a des oppositions, ça n'en manque pas, mais au moins que cette succession, la transition là puisse se faire dans une bonne intelligence pour que le Cameroun garde toujours cette stabilité-là qui permet aux populations de vaquer et de vivre dignement. Et si vous voyez que partout les populations manifestent, c'est pas que les gens s'intéressent véritablement au pouvoir, c'est pas le pouvoir qui les intéresse, c'est comment arriver à s'en sortir au bas mot, comme on le dit, comment est-ce que l'individu qui se lève du matin au soir, du 1er au 31 à la fin du mois, comment est-ce qu'il s'en sort avec lui-même et avec sa famille, sa femme, ses enfants et ses parents. C'est de ça qu'il est question. Donc lorsque un homme politique, lorsqu'une autorité est capable d'assurer ça à sa population et arrive à jouer sur les grands équilibres, alors pour moi la question de la durée au pouvoir est appréciée de façon très relative. Donc s'il arrive effectivement à pouvoir organiser une bonne alternance, alors véritablement on retiendra, le Cameroun retiendra et toute l'Afrique retiendra en lui cette personnalité emblématique, sage, et qui a su en tout cas apporter je dirais une pierre solide à la construction de la nation. Donc pour aussi ajouter par rapport à la situation de Paul Biya et des Camerounais, l'idéal, je ne dirais pas l'idéal, mais tel que c'est parti, si le président Paul Biya, avec la classe politique, pouvait repenser un système démocratique à la chinoise, je pense que ce serait un grand pas. À la chinoise, pourquoi? Parce que on a compris aussi que le multipartisme dans lequel on nous a impliqués de façon malhonnête est également source de déstabilisation et également source d'instrumentalisation de nos États, et c'est véritablement contre-productif pour nos différentes nations. Et l'organisation chinoise qui fait que l'ensemble des partis se mettent en place et pour désigner un président, c'est quelque chose aussi peut-être qu'il faut expérimenter, parce que lorsqu'on regarde nos traditions anciennes, comment étaient organisées nos différentes nations, et ce n'est pas loin de cette pratique-là.
Donc, je pense que c'est une piste qui pourrait être explorée et refonder la nation, parce que l'Afrique a un grand tournant, et ce grand virage-là, s'il arrive à poser les pas, et c'est ce que je souhaite, qu'il pose les pas de la refondation du Cameroun pour l'Afrique de demain, l'Afrique qui est en train de s'inscrire avec de nouvelles lettres, avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle vision. Merci à vous. Merci à tous. Merci également à vous, Nabaloum Abdoulaye. Depuis nous sommes en train de sortir, il est vrai qu'on pourra consacrer une autre thématique sur l'après Paul Biya, parce qu'il s'agit quand même d'un secteur assez vaste. On ne pourra pas évoquer ça au cours d'un programme comme celui-ci, mais pour sortir notre émission vraiment en une minute, puisque le temps déjà peut s'arriver à son terme. Paul Biya, donc, on va dire pacifiste, avoir réussi à calmer les ardeurs, sage, on a parlé déroutant, mais surtout imprévisible, qui crée en lui un certain charme caché qui lui donne ce blason-là d'être cette personnalité admirée, parfois dans le sens négatif à cause de la longévité, mais dans un sens positif pour certains, qui décèle en lui une façon de s'assumer, de savoir se déjouer de ses adversaires. Oui, Paul Biya, je crois que ce qu'on pourra dire par rapport à ses 40 ans de magistrature suprême, c'est son expérience et la maîtrise des dossiers de la République, et aussi sa volonté de partage du pouvoir, parce qu'il faut reconnaître, et ça c'est une réalité, Paul Biya n'a jamais géré le pouvoir tout seul, et c'est un atout qu'il faut mettre, c'est un actif qu'il faut mettre à l'actif de son magistère, de sa longue magistrature. Je pense simplement que le plus difficile, comme le rappelait Nabaloum, c'est de voir succéder à la tête du Cameroun quelqu'un qui s'inspire de lui et qui peut améliorer son offre idéologique pour que demain le Cameroun poursuive sa route sur le chemin de la souveraineté et de la prospérité. Parce qu'il faut le rappeler, il avait déclaré au micro de Yves Mouroussi de Radio Moncarlo il y a peut-être plusieurs années, je crois que c'était en 97 ou 87, qu'il souhaitait qu'on garde de lui, que le Cameroun retienne de lui l'image de celui qui apporte la démocratie et la prospérité. Si, en ce qui concerne la démocratie, on peut croire que c'est un acquis en matière de liberté. Il y a des chaînes comme la nôtre qui ne peuvent émettre que du Cameroun, ça rassurez-vous. Avec le ton qui est le nôtre, on peut émettre que du Cameroun dans le monde, même pas seulement en Afrique, dans le monde. Dont la démocratie au Cameroun est une réalité. Il y a encore de petites corrections à faire, mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et puis les corrections s'inscrivent dans la durée. La France, les États-Unis et tout le reste ne peuvent pas revendiquer être plus démocrates que la Chine ou la Russie, simplement parce que c'est des constitutions permanentes et des constitutions qui devraient s'adapter au contexte socio-économique et culturel des pays concernés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait, pour construire son avenir, devrait s'inspirer de ces valeurs pour pouvoir mettre en place une démocratie qui lui convient et qui préserve les valeurs qui sont celles les valeurs qui incarnent la démocratie. Maintenant, en s'agissant de la prospérité, je crois qu'il a eu la volonté de faire beaucoup de choses, mais la plupart n'ont pas marché comme il fallait, parce que sa manière de gérer le pouvoir ne s'y est pas prêtée. Lorsque vous voyez le nombre de voleurs, de pilleurs de deniers publics qui sont en prison ou qui sont encore en liberté au Cameroun, vous comprenez que c'est un chantier assez important qu'il faudra tout de même réaliser pour se réconcilier avec les Camerounais d'une manière ou d'une autre. Mais malheureusement, tous les Camerounais sont les chantres du pillage du trésor public. C'est la seule activité au Cameroun qui n'a pas de parti politique, ni de confession religieuse, ni de tribu, ni d'héritage patrimonial. Tout le monde vole. Et là, c'est quelque chose à corriger, non seulement par lui-même, mais surtout
par celui qui le remplacera un jour, parce que ça va arriver. Voilà, merci à vous, doyen Patriarche Kodo Pierre Claver. Merci également à Nabaloum Abdullah depuis le Burkina Faso. Il y aura un autre jour où nous parlons forcément de l'après-BIA, après 40 ans, notamment de magistrature. Il faudrait bien se préparer à l'après. Les élections présidentielles 2025 qui sont à l'horizon. Paul Biya va-t-il encore se présenter comme candidat? Il avait répondu lors de la visite d'Emmanuel Macron que faites 7 moins 3 moins 4. Lorsque le temps arrivera, vous saurez si je serai candidat ou pas. Mais nous allons tenter d'explorer encore cela. Serait-il en train de préparer un dauphin, quelqu'un d'autre? Ou du côté de l'opposition, y aurait-il quelqu'un qui a la poigne ou la ténacité de pouvoir faire cela? On voit des jeunes, des jeunes lourds dans très long, comme nous l'avons coutume de le signaler, des gens qui ont roulé leur bosse avec la politique. Je voudrais, par dans le camp, évoquer certains comme ça, par exemple de Serge Pomatomba ou encore Kabalibi, des gens qui semblent avoir de la vision pour le Cameroun. On parlera de l'après-BIA, forcément dans le cadre de notre édition. Sinon, d'ici à là, gardez le sourire. Tout un plaisir. Ce fut, on va dire, pas une dernière, mais désormais, prenez rendez-vous avec Nguéné tous les soirs à partir de 16h GMT dans le cadre du programme L'Info à chaud. Je vous retrouverai tout simplement les lundis exceptionnellement. Sinon, avec votre avis à compte, nous serons toujours ensemble. Bonne suite des programmes sur For You Media Africa. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.